Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Clément Mabille, je suis enseignant en sciences sociales ici à l'UTC de Compiègne. Et aujourd'hui, je vais vous parler le numérique. La question que je vais vous poser, c'est le numérique peut-il sauver la démocratie? Et plus concrètement, le numérique peut-il hacker la démocratie, c'est-à-dire transformer ses règles, mettre à profit les nouvelles formes de communication que permet le numérique pour tenter d'améliorer son fonctionnement? Première question, pourquoi est-ce qu'on souhaiterait améliorer le fonctionnement de la démocratie? Pourquoi? Eh bien parce que de plus en plus de nos concitoyens considèrent que notre démocratie est actuellement en crise, que notre démocratie dysfonctionne. A-t-elle bien fonctionné un jour? Les exemples sont nombreux de ces moments où les citoyens expriment leur défiance. Un des exemples récents que nous avons eu en France est l'exemple de Nuit debout, mouvement où les citoyens se sont élevés, ont pris la parole dans l'espace public pour exprimer leur mécontentement sur le fonctionnement de la démocratie. Cette crise, pour résumer, elle est de deux ordres. Une crise de la légitimité, on ne fait plus confiance dans nos représentants dans leurs tâches pour assumer leur mission de nous représenter en politique, et une crise de l'efficacité. On estime que nos institutions, que la démocratie fonctionne mal. Cette démocratie serait malade. Et c'est un malade qui a connu beaucoup de docteurs, des universitaires notamment, qui lui prescrivent un certain nombre de remèdes. Et un des derniers remèdes qu'on lui a prescrit, au-delà de toutes les réformes diverses et variées qu'on lui propose, c'est celui de la participation citoyenne. L'idée est simple, permettre aux citoyens d'être associés au fonctionnement de la démocratie. L'idée, finalement, c'est de repartager le pouvoir avec nos représentants, d'entrer dans une posture de dialogue entre gouvernants et gouvernés. On voit se multiplier ainsi les expériences où les citoyens viennent co-construire la décision avec les gouvernants afin de répondre à la crise de légitimité et viennent apporter leur savoir et leur expertise pour répondre à la crise d'efficacité et construire une action publique qui correspond mieux aux attentes de nos concitoyens. L'exemple du budget participatif, où un pourcentage du budget d'investissement d'une ville comme Paris, donc on parle en millions d'euros, a été mis en discussion et on propose aux citoyens de choisir les projets qui vont être sélectionnés pour dépenser ce budget. L'idée de cette participation citoyenne est en fait de servir quelque part d'écluse, c'est-à-dire de retenir la colère, de retenir la défiance et de permettre juste le petit débordement pour que le système continue à tenir. On a eu tendance à idéaliser cette participation, à attendre des bons citoyens qui lèvent la main avant de prendre la parole, qui ont forcément des choses très intelligentes à dire et qui, évidemment, prennent tout le souci d'écouter les autres et sont prêts, évidemment, à changer d'opinion, à vouloir à accepter qu'un aéroport se construise à côté de chez eux ou pas. Évidemment, on attend beaucoup de choses de ces citoyens. Et on attend tellement de choses de ces citoyens que bien souvent, la démocratie participative, c'est plutôt ça. Des salles à moitié vides, des chaises libres, une population assez peu représentative de la diversité de la France, qui prend la parole dans des espaces où on parle facilement de démocratie bac à sable, c'est-à-dire qu'on fait participer les citoyens d'un côté et les décisions sont prises de l'autre. Du coup, la question est, est-ce que les citoyens arrêtent de s'exprimer en politique? Est-ce que les citoyens participent? Eh bien, le parti pris que je prendrai aujourd'hui, c'est de vous dire qu'on n'a jamais autant parlé de politique. Notamment parce qu'on est dans une société qui est aujourd'hui extrêmement connectée. Je pense que vous avez à peu près tous, à quelques exceptions près peut-être, un smartphone dans la poche. Vous avez sûrement à peu près tous, à quelques exceptions près peut-être, un ordinateur portable aujourd'hui connecté à Internet. Vous avez donc tous la possibilité de vous exprimer. Parce qu'une des caractéristiques de cette évolution et de cette multiplication des technologies, notamment numériques, eh bien, c'est une transformation radicale de l'espace public. Les règles de la publicité, de la prise de parole en public, ont changé. Avant, il y avait des gens dont le métier était de décider
si votre parole pouvait être rendue publique. On les appelait les gatekeepers en anglais, les gardiens de la porte. Ça montre bien cette idée, il y a un petit côté Seigneur des Anneaux, là on voit bien l'idée, tu passes pas. L'exemple type des gatekeepers, c'est notamment les journalistes, qui avaient la mission de décider qu'est-ce qui allait être rendu public dans l'espace public. Internet a forcé les portes de l'espace public. Maintenant, on peut produire du contenu et le mettre en public. Ce qui ne veut pas dire qu'il sera lu par tout le monde, mais ça veut dire qu'il est au moins consultable. La publicité devient une question de visibilité, désormais. Et cette transformation, ce déplacement du centre de gravité de la démocratie vers plus d'expression et de discussion, plus de communication, ça a eu un certain nombre de conséquences. On a maintenant un espace public avec une très forte liberté d'expression. Je vous ai pris l'exemple de Wikileaks, qui est un exemple où un collectif délivre des informations et lutte pour la transparence en dénonçant les États dysfonctionnants. Je vous ai également pris l'exemple du forum 4chan, amicalement surnommé la poubelle du web, où tout un chacun peut exprimer n'importe quoi. C'est donc la forte liberté d'expression. C'est aussi un espace où on peut, évidemment, diffuser des connaissances. Le plus bel exemple, et sûrement une des plus belles réussites de l'Internet, c'est Wikipédia. C'est aussi un espace qui fait une part belle à la libre entreprise, à la création et l'innovation, à l'esprit d'initiative. On l'a vu récemment avec ces nouveaux acteurs qui s'appuient sur les technologies numériques pour faire irruption sur des marchés réglementés et essayer d'en transformer les règles. J'ai pris l'exemple d'Uber. Vous connaissez ceux qu'on surnomme les GAFA, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple. C'est aussi un espace où on peut critiquer, renverser les hiérarchies. Plus besoin d'être hautement diplômé, d'être membre d'un parti pour exprimer son opinion. On a vu des exemples plus ou moins récents de détournement et de critique d'une communication qui aurait été dans d'autres cadres totalement inaccessible. Et quand on voit cette transformation radicale de l'espace public, eh bien, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça fait à l'expression politique? Cette liberté si nouvelle, cette capacité à s'exprimer, qu'est-ce que ça fait à l'expression des citoyens? Est-ce que ça encourage l'expression des citoyens? En France, le premier exemple où on a pu s'apercevoir du potentiel d'Internet dans l'expression des citoyens, il faut remonter à 2005, au moment du référendum sur le traité européen. On a demandé aux Français est-ce qu'ils souhaitaient accepter de nouvelles règles pour l'Union européenne. Les médias dits dominants, traditionnels, militaient pour le oui. Les partis politiques militaient pour le oui. Or, patatras, qu'est-ce qui est sorti? Le non. Les Français ont dit non en 2005. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu, après coup? Que sur Internet avait émergé la figure du blogueur, et notamment un des blogueurs les plus connus, Étienne Chouard, qui discutait, avait un réseau de personnes qui discutaient avec lui et qui militaient fortement pour le non. C'est le premier exemple marquant dans l'histoire de l'Internet française de la parole politique en ligne. Et ça s'est développé, autre exemple avec la campagne en 2012, on a véritablement vu émerger la blogosphère française, où des communautés se sont mobilisées pour les différentes familles politiques et ont tenté de convaincre des internautes, des citoyens, du bien fondé de la candidature de leur champion. 2017, les choses évoluent encore. Internet est littéralement devenu un espace de communication politique comme les autres. On communique, tous les candidats sont présents sur Internet à égalité avec la télévision ou les médias papier. C'est l'ère des réseaux sociaux. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que concrètement, ça transforme la capacité d'action. Ça favorise les mobilisations auto-organisées. L'exemple type, c'est les mobilisations autour de ce qu'on appelle les hashtags, les mots-clés sur Twitter. Je vous ai pris l'exemple de la mobilisation contre la loi travail autour du hashtag « On vaut mieux que ça », où des internautes lambda, des Français, ont pu s'exprimer et raconter leur quotidien. Au-delà des sondages, au-delà des questionnaires, ils ont raconté ce que la mobilisation leur faisait ressentir. Et cette expression sensible, basée sur l'expression d'un ressenti,
et pas seulement d'une connaissance, c'est une des marques de cette expression sur Internet. On parle sur les réseaux sociaux en se basant sur son avis, son ressenti, et on le partage. Et d'autres font monter la visibilité de ce partage, de ce ressenti. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette capacité des contenus à circuler, à toucher, ce partage de ressenti, eh bien, a un impact parfois très politique. On l'a vu pendant les printemps arabes, où si évidemment la révolution ne se fait pas sur Internet, elle a permis à de nombreuses personnes de marquer leur soutien, de marquer leur volonté de s'associer aux manifestants. Mais il faut aussi avoir en tête que Internet est aussi un espace de contrôle, notamment par les États, qui tentent de reprendre la main sur cette liberté. La liberté d'Internet est fragile, elle est tous les jours menacée. L'exemple de l'affaire Snowden et des révélations sur les méthodes de surveillance de la NSA, les services de renseignement américains, doivent nous alerter, doivent nous rendre vigilants sur cette liberté si fragile et sur la fragilité d'Internet, qui est un espace d'expression assez hors norme, mais qui peut, du jour au lendemain, se refermer et devenir un espace totalement contrôlé. On voit aussi que c'est un espace où l'information peut facilement être manipulée. On peut faire circuler des contenus faussés. On a beaucoup parlé ces derniers temps, notamment autour de la campagne de Donald Trump, de la montée de ce qu'on appelle des fake news, des fausses nouvelles. D'ailleurs, ce n'est pas la traduction la plus habile, fausse nouvelle. Le fake, ce n'est pas faux, c'est fausser, c'est tromper celui qui va lire cette nouvelle. Et on voit bien qu'on a une véritable nécessité, pour faire d'Internet un outil démocratique, un besoin d'inventer des manières de contrôler aussi, de mieux évaluer la qualité de l'information qui circule actuellement sur la toile. Donc, on voit bien que l'Internet est entre un appétit pour la liberté et des menaces qui sont absolument réelles. Et quel impact pour nos institutions? Quel impact de ces citoyens qui s'expriment? Est-ce qu'on peut capter cette participation, cette expression, et en faire quelque chose pour améliorer le fonctionnement de notre démocratie, ce qui était mon point de départ, rappelez-vous. Bien, il y a cette possibilité que, en transformant son organisation autour du numérique, en se réorganisant pour exploiter les potentialités du numérique, on a la possibilité de faire émerger de nouveaux schémas de gouvernance. On a notamment une proposition qui circule, qui est celle de l'open government. Ça vient des États-Unis. Ça a été lancé en 2009 par Barack Obama, et c'est arrivé en France progressivement. C'est l'idée de miser sur le numérique pour réorganiser le fonctionnement de nos institutions, notre gouvernance, autour de 3 piliers. Le premier pilier est la transparence de l'information par les techniques d'open data, de libération des données, d'ouverture des données, la participation des citoyens, plus de consultation des citoyens pour qu'ils soient associés à l'action publique, et la collaboration, c'est-à-dire plus d'agilité dans l'administration, plus de collaboration entre services, entre privé et public aussi, pour améliorer l'efficacité de l'action publique et du fonctionnement de nos institutions. Ça soulève de nombreux problèmes sur lesquels je n'aurai pas le temps de revenir ici, mais il y a des propositions, comme celle-ci, stimulantes pour réorganiser nos institutions autour de cette puissance communicationnelle du numérique. Et on voit aussi qu'il y a un mouvement récent, on parle de civic tech, de technologie à visée citoyenne, où les citoyens utilisent de nombreux outils numériques pour essayer d'ouvrir de nouveaux canaux de dialogue et de relations, d'interaction entre gouvernants et gouvernés. Moi, dans mes recherches, je m'intéresse à ces civic tech et j'ai essayé d'un peu mieux comprendre ce qu'il y a derrière. Et du coup, j'ai essayé d'en proposer une classification, une cartographie, en organisant ce mouvement, en rendant compte de sa complexité autour de 2 tensions, 2 face à face, c'est le thème du jour. D'une part, leur volonté soit d'approfondir, c'est-à-dire d'améliorer le fonctionnement actuel de la démocratie,
ou de changer ses règles, et d'autre part, à la verticale, leur volonté d'être indépendants ou de collaborer avec les pouvoirs publics. Ça me permet de faire émerger 4 familles, 4 grandes familles d'initiatives citoyennes équipées par le numérique et qui visent à transformer le fonctionnement de nos institutions. Je vous donnerai 4 exemples. La première famille, c'est celle que j'ai appelée les critiques externes, ceux qui souhaitent être indépendants et contribuer à améliorer le fonctionnement de la démocratie. Là, c'est l'exemple d'une plateforme qui s'appelle nosdéputés.fr, qui est portée par une association qui s'appelle Regard Citoyen, dont l'objet est d'assurer plus de transparence sur le fonctionnement de la représentation. Concrètement, c'est un suivi des données de l'activité de nos parlementaires. Ici, vous avez l'exemple d'une députée, et on a ses taux de présence et de participation en hémicycle, et le détail chiffré en données de ces activités. Donc, action sur la transparence. Vous avez ce qu'on peut qualifier de réformateurs externes, c'est-à-dire ceux qui veulent améliorer le fonctionnement de nos institutions en collaborant avec les pouvoirs publics, en mettant des outils au service des élus, en faisant, quelque part, de la démocratie participative 2.0. C'est le cas de Cap Collectif, qui propose une plateforme qui peut être utilisée pour des budgets participatifs dont je parlais tout à l'heure, ou pour organiser des débats pour mieux éclairer la décision des élus. Vous avez ceux qu'on qualifie de réformateurs critiques, qui sont plus souvent issus des communautés du logiciel libre et qui cherchent à exploiter la capacité du numérique à faire nombre pour produire des outils en bien commun et peser dans les relations de pouvoir avec les institutions. Rester extérieur pour transformer les règles de la démocratie, pour monter un contre-pouvoir citoyen. Enfin, dernière famille, ceux que j'ai qualifiés de hackers embarqués. Hackers au vrai sens du terme, c'est-à-dire rentrer dans le système pour en changer les règles du jeu en utilisant ses ressources depuis l'intérieur. C'est ceux qui vont s'immiscer dans le fonctionnement de la démocratie. C'est ceux qui vont, par exemple, organiser des primaires citoyennes. C'est ceux qui vont, par exemple, utiliser des plateformes pour désigner d'une nouvelle manière des candidats aux législatives, comme le collectif Ma Voix. C'est ceux qui vont, comme Parlement et citoyens, proposer une plateforme pour discuter, pour rendre possible la discussion par les citoyens des amendements sur les projets de loi législatifs. Bref, vous l'avez compris, il y a de multiples initiatives. Il faut rester modeste. Pour l'instant, elles touchent encore très peu de gens. Elles n'ont pas encore des objectifs clairement définis, mais elles rendent compte de cette volonté des citoyens de s'exprimer. Et pour terminer, je souhaiterais vous rappeler que, si importante soit la réflexion sur la dimension technologique de l'engagement citoyen, réfléchir sur les outils qu'on souhaite mobiliser ne peut en aucun cas remplacer une réflexion sur la démocratie que l'on souhaite demain. À vous de jouer.